Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et c'est Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, mon invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Avec le premier bilan de Christelle Edman à la tête d'Orange, la publication hier de vos résultats 2023. Alors, c'est pas mal. Bénéfice net en hausse de 13% à 2,44 milliards d'euros. Et puis, un chiffre d'affaires qui est en hausse, 1,8%. Alors, c'est pas merci la France, parce que ça continue à baisser un petit peu. Mais c'est merci justement, on va en parler largement, de vos activités à l'international notamment. On va commencer par ça, parce que c'est quand même la grosse nouvelle du jour. Enfin, la grosse nouvelle. La semaine prochaine, sans doute, on l'espère pour vous, le feu vert de la Commission européenne au rachat de l'opérateur espagnol MásMóvil. Est-ce que Christelle Edman sera celle qui relance le mouvement de consolidation en Europe? Je rappelle, 80 opérateurs en Europe contre 3 aux États-Unis. Il y a un petit problème, non? Il y a un petit problème. D'abord, l'Europe, c'est pas un pays. C'est pas un marché des télécoms, il y a 27 États et dans chaque État, on a en moyenne 4 opérateurs. Regardez les chiffres. En moyenne, un opérateur en Europe, il a 5 millions de clients. Aux États-Unis, il a 110 millions de clients. En Chine, il a 450 millions de clients. Donc ça pose le constat. Orange mène la consolidation en Europe depuis déjà de plusieurs années, puisqu'en Roumanie, on a racheté TKR, et donc on fusionne TKR et Orange Roumanie. En Belgique, en 2023, et ça, on l'a fait avec la Commission européenne, on rachète un câble opérateur. Pas les mêmes marchés, pardon, j'aime beaucoup nos amis belges et roumains, mais l'Espagne, c'est quand même le deuxième marché, je crois, des télécoms. Pour Orange, Espagne, c'est le deuxième marché, donc c'est très important. C'est un marché dans lequel on souffre depuis de nombreuses années. On est en Espagne depuis plus de 25 ans. On a investi plus de 30 milliards sur le marché espagnol. Et en fait, en Espagne, on est dans une situation où aujourd'hui, on n'a plus assez de marge de manœuvre parce qu'il y a une ultra concurrence. Il n'y a pas 3 ou 4 opérateurs. Il y a 8 ou 9 opérateurs en Espagne. Ultra concurrence qui nous limite dans nos capacités à investir dans la 5G et dans la fibre. Vous savez ce que dit la Commission européenne? En tout cas, ce qu'elle disait jusqu'à présent. Elle disait oui, mais c'est bon pour le consommateur. On a en Europe les prix sans doute les plus bas de la planète sur les télécoms. Quand vous achetez un abonnement triple play en Europe, c'est quoi, 2-3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Donc ça a profité aux consommateurs. Est-ce que ça suffit maintenant? Est-ce qu'à un moment donné, pour continuer à être des champions, résister face aux GAFAM, est-ce qu'il faut que la Commission assouplisse sa position en matière de concurrence? La vraie question, c'est pas est-ce qu'on doit remonter les prix pour le consommateur, parce qu'on veut garder de la concurrence, c'est bon pour l'innovation, c'est bon pour nos clients, mais a-t-on la capacité à investir dans la fibre, dans la 5G? Et la Commission européenne est consciente qu'il y a un gap d'investissement de 175 milliards d'euros qui manque parce que les opérateurs ne génèrent pas assez de capacité à investir. En Espagne, en tout cas, notre projet, c'est pas de remonter les prix, c'est d'investir dans la 5G, c'est d'être le meilleur concurrent, le plus fort concurrent face à Telefónica, qui est le numéro 1 du marché, et d'être un numéro 2 qui va pouvoir challenger Telefónica. Alors il y a cette décision évidemment la semaine prochaine que vous attendez avec impatience de la Commission, mais il y aura dans les prochaines semaines aussi une nouvelle vision de la Commission européenne sur les concentrations en Europe. Les télécoms, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà. C'est ce qu'en Europe, on a longtemps été, ce qu'on disait, trop concentré sur le consommateur et pas assez sur les industriels. Vous souhaitez que les règles évoluent? Est-ce que vous avez, là, avec ces résultats qui sont quand même pas mauvais, les capacités, les moyens, Christelle Edman, de passer vraiment à l'offensive dans d'autres pays européens? C'est vrai qu'Orange, notre bilan, le plan Lead the Future, c'est de s'appuyer sur les forces de l'entreprise. Et l'entreprise a fait les bons choix. L'entreprise a fait le pari de la fibre bien avant les autres. On est de loin l'opérateur qui a le plus déployé la fibre. L'entreprise a un bilan financier solide. Et dans un environnement où maintenant l'argent gratuit c'est fini parce que les taux d'intérêt sont remontés, on a effectivement des marges de manœuvre et donc ça nous permet de consolider le marché espagnol. Les opérateurs qui sont très endettés parce qu'on investit beaucoup dans les réseaux, effectivement, il y a quand même une aberration de se dire que des opérateurs en sont rendus à vendre leurs infrastructures pour pouvoir récupérer du cash et continuer à investir dans les infrastructures. Et ça, l'Europe est quand même consciente qu'on est au bout d'un modèle. Et je reviens sur 175 milliards d'euros de gap d'investissement. Donc il y a une prise de conscience. De là à dire que tout va changer, non. Mais c'est vrai qu'on est dans une Europe des télécoms qui a été construite pour ouvrir la concurrence.
Et pour finalement faire des monopoles qui étaient des monopoles de cuivre, comme l'était France Télécom, ouvrir la concurrence et permettre à d'autres opérateurs d'arriver. Aujourd'hui, on est dans un marché où les opérateurs ont des réseaux de fibres, ont des réseaux 4G, 5G. La concurrence, elle est là. Donc il faut réinventer un nouveau modèle avec moins de régulation, mais une régulation qui pousse effectivement à l'investissement. Alors je vais vous poser une question qui est toujours délicate parce que c'est aussi mon actionnaire, SFR, l'actionnaire de BFM, mais qui publiquement a dit qu'il était intéressé par l'entrée d'un investisseur minoritaire, 10-15% au capital. Est-ce que ça peut être ça aussi, la concentration en Europe, c'est-à-dire des prises de participation minoritaires pour construire des choses ensemble? Et est-ce que vous êtes intéressé par SFR? Alors nous, on est numéro 1 sur le marché français, donc c'est pas moi qu'il faut poser la question parce que c'est pas Orange qui peut. Ça serait pas autorisé. Ça serait pas autorisé. Il y a aucune chance que ce soit autorisé. Après, les prises de participation, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez Saudi Telecom investir dans Telefónica en Espagne, Etisalat, IN, donc les Émiratis, qui ont pris des participations dans Vodafone. Alors c'est pas exactement peut-être ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer. Vos concurrents en France, souvent, contestent la tarification que vous appliquez encore au réseau de cuivre. Pour l'instant, c'est votre propriété. Vous le louez aux opérateurs concurrents pour pouvoir acheminer de la DSL. On n'est pas encore entièrement fibré, donc on continue à payer, quand on est opérateur différent d'Orange, la location. Est-ce que ces prix sont trop élevés ? D'abord, ces prix sont régulés. Donc, ce n'est pas Orange qui les fixe, c'est le régulateur. Ces prix, on est aujourd'hui dans une France où on a investi des milliards pour couvrir bientôt 90% des Français qui ont accès à la fibre. On a aujourd'hui plus de 65% des Français qui ont basculé sur la fibre, ce qui veut dire que notre réseau de cuivre, il est vieux. Il faut le maintenir, mais il y a beaucoup moins de clients dessus. Donc, c'est pas tenable. Mais est-ce que vous traînez pas un peu les pieds ? Est-ce que vous pourriez pas le fermer plus rapidement pour on ne traîne pas des pieds, on a un plan. D'abord, on a commencé par des expérimentations. L'autorité de régulation des télécoms dit que ça pourrait aller un peu plus vite. Eh ben, on avance. Là, on vient de lancer le premier lot. Donc, on a 162 communes, plus de 200 000 Français qui vont basculer cuivre vers fibre. Et puis, on va monter en puissance. On a un plan important. C'est un projet colossal. C'est des millions de lignes de cuivre. On a mis 40 ans à déployer ce réseau. Et d'ici 2030, on l'aura décommissionné. Et donc, moi, je peux vous dire que je parle à beaucoup d'élus, à beaucoup de clients entreprises aussi, pour qui 2030, c'est demain, et qui nous disent... Vous allez trop vite, on a besoin de s'organiser. Donc il faut arriver à concilier l'objectif d'avancer le plus vite possible, évidemment, parce qu'on n'a pas investi dans la fibre pour effectivement maintenir deux réseaux en concurrence, si je puis dire. Et puis surtout, le réseau de fibre est bien plus efficace en énergie, efficace aussi en taux de panne. Donc effectivement, on a besoin de ce décommissionnement, mais on va prendre le temps qui permet à tous les acteurs d'avancer à la même vitesse. Pour redresser vos résultats cette année, vous avez un peu fait le ménage. Vous avez revendu OCS, Orange Studio, vous êtes en train de fermer Orange Bank. Est-ce que c'est la patte de Christelle Hedman de corriger peut-être les erreurs de diversification du passé ? C'est pas des erreurs parce que on doit innover quand on est une entreprise, on doit investir pour la croissance et on va continuer à le faire. Mais c'est vrai que parfois, il faut reconnaître que quand on a des activités pour lesquelles on n'est pas le meilleur actionnaire, et c'est le cas de OCS, Orange Studio, Canal+ était notre co-actionnaire, finalement, on confie cette activité à quelqu'un qui va pouvoir la développer et mieux que nous. L'activité de la banque, c'est un pari formidable d'investir dans la banque. Oui. Et les collaborateurs d'Orange Bank ont fait un super travail, mais on constate que, alors qu'en 2016, on pensait que les banques traditionnelles allaient perdre contre les banques digitales, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai qu'on doit faire le choix, quand on est une entreprise, de se dire, est-ce qu'on investit dans tout ? Ou est-ce qu'on concentre nos forces sur notre cœur de métier ? Et donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que la banque, du coup, on travaille avec BNP et on va offrir une solution pérenne pour nos clients de la banque. Ça sera BNP, celui qui va... C'est BNP, alors qui ne reprend pas la banque, mais qui va reprendre les clients. Et vous avez trouvé un accord, par ailleurs, avec les syndicats sur les salariés. Et on travaille, évidemment, dans le respect du dialogue social, ce qui est quelque chose de primordial chez Orange, pour accompagner les salariés. Bon, vous avez fait le ménage, vous avez restauré les comptes de l'entreprise. Du coup, votre vision, vous avez envie de faire quoi dans les prochaines années ? On en a parlé, la consolidation en Europe, peut-être poursuivre dans d'autres pays. L'Afrique aussi, qui était une source de revenus important pour vous. Mais c'est quoi les autres projets ? Mais d'abord, être opérateur télécom,
C'est formidable. Les collaborateurs chez Orange sont très très fiers. On a une marque qui est au cœur de la vie des Français, de la vie des clients. On fait un métier qui est formidable. La connectivité, les clients ne peuvent plus s'en passer. On est devenu ultra dépendant à notre service. Et donc, comment améliorer un meilleur service ? Continuer à innover. La sécurité, la cybersécurité, on vit dans ce monde ultra connecté. On est en tant que consommateur bombardé de spam et d'attaques de fraude. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va continuer à innover et on va apporter des réponses. Vous n'avez pas prononcé le mot d'intelligence artificielle, alors que peut-être que ça va complètement remettre en cause votre métier. Alors l'intelligence artificielle, on l'embarque déjà dans tous nos métiers. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'on le fait déjà. C'est comme M. Jourdain, en fait, on le fait déjà, que ce soit pour nos collaborateurs qui répondent aux clients. On a un historique prédigéré de la relation avec le client qui leur arrive. On propose aux clients la meilleure offre, personnaliser les offres. Dans nos réseaux sont d'une complexité colossale et c'est des millions, des milliards de données qu'on gère dans les réseaux, de configuration de réseau. Tout ça, on embarque de l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, on voit arriver la generative AI. On travaille avec les Français de Mistral, on travaille aussi avec OpenAI, donc on utilise toutes ces technologies pour les tester. Et dans certains domaines, on développe nos propres modèles spécifiques à nos métiers. Et effectivement, ça va révolutionner tous les métiers, mais on le fait toujours dans un respect pour venir enrichir finalement et améliorer le travail des collaborateurs. Vous avez renoncé avec les autres opérateurs à faire du lobbying à Bruxelles pour demander aux GAFAM de contribuer au financement des infrastructures ? On n'a pas renoncé parce que finalement, il n'est pas logique de se dire qu'une partie, on investit des milliards dans nos réseaux tous les ans, pourquoi une partie de ces investissements serait captée par 5-6 plateformes qui en fait, par le trafic qui génère, Netflix, YouTube, par le trafic qui génère, parfois nous oblige à investir. C'est 60% du trafic, de l'augmentation de trafic. Alors mobile, le vrai sujet c'est le réseau mobile, parce que le réseau fibre, une fois qu'on a mis de la fibre, on peut supporter des trafics colossaux. Mais dans un réseau, vous prenez Paris, vous prenez les grandes métropoles, les réseaux sont très denses, on investit en permanence pour tenir la croissance de trafic. Donc comment faire ? Et donc on a ces débats. Alors après, c'est pas que un débat économique, c'est aussi un débat d'efficacité du trafic. On peut pas continuer à envoyer des vidéos. On le voit, vous regardez sur Internet, vous avez parfois des pop-up vidéos qui, en plus, n'améliorent pas le confort du client. Donc c'est vrai qu'on a ce sujet, finalement, du numérique responsable. Mais ça avance pas à Bruxelles, hein ? Non, mais c'est pas que un débat. On a aussi des discussions directement avec les plateformes. Avec eux, oui, parce que leur demander eux-mêmes, d'arrêter les excès. En fait, il y a quand même des technologies qui permettent de rendre les choses plus efficaces, d'éviter qu'on ait de la vidéo très haut débit sur un téléphone portable petit qui n'apporte pas de valeur pour le client au final. Et le contrôle des écrans voulu par le gouvernement, vous êtes l'opérateur historique, j'imagine que vous planchez à fond là-dessus aussi ? Alors nous, on est très engagés. Le numérique de confiance et être un acteur qui va jouer son rôle pour faire en sorte qu'effectivement, les jeunes, on forme nos collaborateurs. Le contrôle parental, il n'est pas assez connu. Les clients viennent dans nos boutiques, ils achètent parfois un téléphone pour un jeune, on va les accompagner pour leur expliquer comment faire. On va dans les écoles pour éduquer les parents, pour éduquer les professeurs. Le harcèlement en ligne, c'est un sujet évidemment qui nous touche tous parce que c'est un sujet de société et on voit très bien que le numérique est un formidable vecteur de progrès, mais qu'il y a aussi des risques associés et on prend parfaitement notre rôle dans ce combat. Bon, on arrive à la fin. Une petite question quand même sur les JO. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce partenariat avec les Olympiques ? Les JO, c'est un projet formidable. On va être l'opérateur unique pour finalement connecter les JO, donc connecter les arbitres, connecter les sportifs, connecter le public, connecter les médias. La cérémonie d'ouverture, c'est un projet technique. Sur la scène, donc ça va être mobile en fait. Ça va être mobile, on va avoir des caméras 5G connectées pour filmer en temps réel, pour faire en sorte qu'on ait des meilleures photos, un meilleur rendu, une expérience autour du sport qui soit à la fois à la pointe de la technologie et en même temps évidemment qui permette à des milliards de téléspectateurs de suivre et puis aux spectateurs sur site évidemment de suivre également. Grosse pression. Grosse pression mais superbe projet d'entreprise. Christelle Edman, directrice générale du groupe Orange, était mon invitée.